dans notre conférence Le droit et la science politique. Un grand merci à chacun de vous être connectés. Un grand merci à tous ceux qui ont allumé leur caméra. C'est très agréable de pouvoir vous voir quand on échange. Ce soir, je vais donc laisser la main à Madame Duremark qui va vous expliquer eh ben, les deux disciplines du droit et de la science politique. Si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas. Vous pouvez les mettre dans le chat. Si je peux y répondre, j'y réponds de suite. Si les questions sont nombreuses, je demanderai à Madame Durenmark de revenir sur le sujet, soit durant la conférence, soit à la fin de la conférence. Donc, n'hésitez surtout pas à mettre vos questions. Si vous avez après besoin d'autre chose, n'hésitez pas aussi. Je suis à votre disposition durant tout de la conférence. Sarah, je te laisse prendre la main. Merci Florane, bonsoir à tous, ravie de vous voir malgré la distance. Merci d'être avec nous pour ce temps qui a pour objectif de bien montrer comment et en quoi les deux disciplines que sont le droit et la science politique, disciplines des sciences sociales, peuvent s'articuler dans une formation et comment elles s'articulent dans la formation que j'ai la chance de diriger, à savoir la licence en droit sciences politiques de la faculté de droit de l'Institut catholique de Lille. Alors, ces deux disciplines sont cousines, ou sœurs, diraient certaines de mes collègues, en ce qu'elles vont envisager d'une manière très complémentaire les éléments qui sont soumis à leur étude. Alors, avant de me lancer à corps perdu dans tout ce que j'ai à vous raconter, effectivement, on avait prévu une petite slide de présentation pour que vous sachiez qui je suis. Donc, je suis enseignant-chercheur, je suis responsable pédagogique de la licence droit et sciences politiques de la Cato et accessoirement assesseur en charge des affaires académiques auprès du doyen. Voilà, vous savez tout. Alors, concernant mon propos de ce soir, il vise à répondre certainement à une interrogation que vous pouvez avoir en tant que futur candidat, en tant que lycéen, mais également en tant que parent, parce que je suppose qu'il n'y a pas que de futurs candidats, il y a également un certain nombre de parents qui s'inquiètent ou qui se demandent pourquoi choisir une formation qui comporte les deux volets plutôt qu'une formation en droit ou une formation en sciences politiques. L'intérêt d'avoir articulé ou confronté ces deux disciplines que sont le droit et la science politique, c'est de permettre justement de porter un regard qui soit, j'ai envie de vous dire, complet sur les objets. Qu'on puisse regarder, par exemple, l'État, c'est l'exemple que je vais prendre juste après, à la fois du point de vue de la norme, mais également en y apportant une analyse à la fois technique, sociologique, politique, anthropologique, philosophique, historique, bref, une analyse plus globale. Si on s'attarde d'abord à envisager l'État sous l'angle du droit pour pouvoir le définir, et ça va me permettre au passage de définir le droit, eh bien, on dira de l'État qu'il se compose d'un territoire, d'une population et d'une organisation politique. Là, vous allez me dire, avec ça, on est bien avancé. C'est la définition qui est posée par Carré de Malberg, un grand juriste, les critères qui permettent de définir l'État. Maintenant, si on regarde l'État sous l'angle de la science politique, eh bien, on se posera davantage la question de ce qui compose l'État, de ce qui fait l'État, c'est-à-dire comment est-ce qu'on désigne les représentants dans l'État, quels sont les modes de scrutin pertinents pour désigner ces représentants, qu'est-ce qui fait qu'on va choisir telle modalité de vote ou telle autre modalité de vote, qu'est-ce qui fait qu'une population va se comporter de telle ou telle manière. On n'est plus du tout sur des critères éminemment et simplement juridiques, on est sur une vision beaucoup plus large qui va permettre d'approfondir l'analyse, de comprendre la philosophie de ce qu'est l'État finalement et d'en faire également l'évaluation. Alors qu'à contrario, le droit va venir préciser le cadre. Donc, d'un côté, un droit qui pose un cadre, de l'autre côté, une science politique qui permet d'en approfondir l'analyse, de l'envisager de différentes manières et surtout d'en comprendre la philosophie.
Quand on fait un cours sur l'État, l'idéal, c'est de le faire à deux voies, d'avoir un constitutionnaliste, un juriste, et d'avoir en face un politiste pour en faire une étude parfaite. Eh bien, la formation en droit sciences politiques, elle propose d'étudier les objets de cette manière, c'est-à-dire avec les deux angles complémentaires, les deux regards complémentaires. De dédier un cours en droit constitutionnel pour travailler la question de l'État et au-delà de l'État, des relations des individus avec l'État, et en même temps d'offrir un cours d'introduction à la science politique pour analyser, pas simplement partir de la norme, mais analyser la construction de l'État, les différents types d'États. On complétera avec toutes les matières indispensables en sciences politiques, telles que l'introduction à la philosophie politique, pour bien comprendre les concepts, et puis l'introduction aux relations internationales, par exemple, puisque comprendre, alors je prends beaucoup l'exemple de l'État, parce que c'est l'exemple topique de la première année, les relations internationales, pour comprendre la place de l'État dans sa globalité, pas simplement en tant que tel, mais également par rapport aux autres États, aux autres sujets du droit international. Quand en 2009, cette formation a été mise sur pied, c'était bien l'objectif. L'objectif, c'était de pouvoir confronter et apporter dans une même formation ces deux dimensions. Un peu, si vous voulez, à la manière, un peu comme si le droit et la science politique étaient les deux faces d'une même médaille et qui se complètent parfaitement. Je vais essayer de faire passer, voilà. Je m'assure de ce qui vient ensuite. Alors, l'autre élément, au-delà du fond stricto sensu, puisque là, je viens de vous parler, en prenant l'exemple de l'État, de vous dire à quel point c'est essentiel d'aborder les choses sous ces deux angles, tout l'intérêt de traiter les questions à la fois sous l'angle du droit et sous l'angle de la science politique, c'est d'avoir un regard critique, de se donner les moyens non seulement de connaître la norme, de connaître les règles de droit qui s'appliquent, mais également d'être en mesure de les critiquer. La critique étant entendue au sens positif ici, c'est-à-dire une critique constructive, une analyse de ces règles de droit. Une analyse qui va permettre d'étudier l'intégralité des phénomènes. Parallèlement, donc vous comprenez tout mon enthousiasme à vous dire à quel point c'est indispensable, et là j'ai envie de vous dire toutes les formations devraient comprendre ces deux catégories de disciplines. Bien sûr, la science politique est parfaitement complémentaire du droit public. Peut-être que vous savez qu'il y a deux grandes branches du droit, le droit public d'une part, le droit privé d'autre part, le droit public étant celui qui permet de comprendre les relations entre les individus et l'État et entre les administrations et les individus et les administrations elles-mêmes, et puis d'autre part, le droit privé qui va régir les relations entre les individus exclusivement. La science politique est sans doute davantage complémentaire du droit public. Et pour autant, c'est un outil indispensable à la compréhension de la fabrication de la règle de droit. Vouloir comprendre une règle de droit sans être en mesure d'analyser le contexte dans lequel cette règle était dictée ou adoptée, c'est passer à côté de l'objectif de cette règle. Je ne vous ferai pas l'offense de prendre l'exemple de ce que nous traversons actuellement avec la réforme des retraites, par exemple, ou la prochaine loi sur l'immigration qui va être en discussion, qui va poser tout autant de difficultés d'ailleurs que la loi sur les retraites actuelles. Pour comprendre pourquoi on va dans telle ou telle direction, il faut comprendre le contexte. Eh bien, la formation que je dirige, que j'ai la chance de diriger depuis 2014, je crois, propose justement d'avoir ce double regard. À terme, l'étudiant qui sort de ce parcours, il est à la fois capable de s'intégrer dans un programme en droit, de s'intégrer dans un programme en sciences politiques, de s'intégrer dans un IEP à Sciences Po Paris, de faire du journalisme ou encore de rentrer dans une école de commerce. Il a une capacité à analyser les choses, à comprendre les normes qui existent dans leur globalité, pas simplement sous l'angle du droit, et ça c'est vraiment, à mon sens, essentiel. Parmi les avantages qu'il y a à concilier donc, ces deux disciplines dans une seule formation, et dans celle dont je vais vous parler maintenant,
c'est d'abord, je crois, avant de rentrer dans le détail de tout ce qui figure là sur cette slide, c'est d'abord de rentrer dans une formation qui est ouverte, qui va offrir des opportunités que les autres formations ne proposent pas. Des débouchés qui sont renouvelés d'une certaine manière, puisque vous pouvez, quand vous avez suivi cette formation, prétendre à des masters en droit, prétendre à des masters en sciences politiques, prétendre à des masters en journalisme, à des masters en histoire. Vous pouvez rentrer à Sciences Po Paris. Alors évidemment, il faut être parmi les meilleurs, hein, on est d'accord. Hein. Vous pouvez rentrer dans un IEP de province. Là, ils sont plus nombreux à l'intégrer. Bref, vous avez tout le champ des possibles qui s'ouvre à vous. Vous allez me dire, mais pour faire quoi après, madame, après avoir fait cette licence et puis un master, quel qu'il soit. Vous pouvez rentrer vous pourrez rentrer dans tout le champ des professions réglementées, c'est-à-dire toutes les professions juridiques. Mais au-delà des professions juridiques, toutes les professions de conseil politique, c'est-à-dire comme, par exemple, conseiller dans un ministère. Vous pourrez assez aisément poursuivre votre carrière à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Alors, je ne parle pas des fonctions électives, hein, je parle bien des fonctions administratives, c'est-à-dire tout le champ des professions finalement publiques. Alors, pour y arriver, bien sûr, un certain nombre au-delà des enseignements classiques qui sont proposés dans une licence en droit, donc le droit constitutionnel en première année, le droit civil en première année, le droit administratif en deuxième année, le droit des obligations, eh bien, et au-delà des matières fondamentales des sciences politiques, donc introduction à la science politique, l'introduction aux relations internationales, l'introduction à la philosophie politique, la sociologie électorale, les techniques des sciences sociales, eh bien, un certain nombre de modules complémentaires vont venir s'ajouter pour offrir encore plus aux étudiants qui suivent ce parcours. Pourquoi? Eh bien parce que avoir une licence en droit dans sa poche, puisque c'est le diplôme qui débouche à l'issue qui est obtenu à l'issue de cette formation, une licence en droit, avec un parcours droit sciences politiques, donc une double compétence, une compétence en droit et une compétence en sciences politiques, il est apparu essentiel de pouvoir consolider l'acquisition d'un certain nombre de compétences. Et dès le départ, dès l'ouverture de ce parcours, le choix a été fait d'ajouter un module de méthodologie de l'expression écrite. Alors, qui est aujourd'hui complété par la préparation du projet Voltaire, que vous connaissez peut-être, puisqu'un certain nombre de lycées y préparent déjà les lycéens. Pourquoi? Eh bien, parce que vouloir faire du droit et de la science politique, c'est vouloir se confronter à un certain nombre de concours. Et pour un certain nombre d'entre vous, peut-être le concours commun des IEP à Bac+1, puisqu'il est possible de représenter le concours commun des IEP, pas Sciences Po Paris, uniquement les IEP de province, puisque Sciences Po Paris, c'est uniquement en sortant de terminale. Les IEP de province recrutent encore à Bac+1 si vous avez que vous vous soyez présenté une première fois ou non d'ailleurs. Et pour réussir ce type de concours, il faut maîtriser parfaitement les règles de grammaire, de conjugaison, d'orthographe, de syntaxe, etc., pour ne pas être pénalisé par les grilles de correction. Alors, on parle de concours, un concours c'est élitiste, c'est difficile. Il était essentiel d'accompagner nos étudiants à travers cette méthodologie de l'expression écrite pour leur permettre justement de réussir au mieux, en tout cas s'ils le désirent. On a maintenu, on a continué à fournir ce module, on ne l'a pas supprimé au fil du temps parce que les critères d'accès aux IEP n'ont pas changé. Le bac évolue, mais les concours, eux, n'ont pas changé et les critères de sélection restent les mêmes. Pour vous raconter une petite anecdote, quand moi je corrigeais des concours blancs, la consigne qui m'était donnée, c'était qu'au-delà de 10 fautes, toutes fautes confondues, la copie ne pouvait pas avoir la moyenne, quel que soit le fond. Alors, elle pouvait être très, très bonne sur le fond, mais s'il y avait 10 fautes, grammaire, orthographe, conjugaison, elle ne passait pas la barre de la moyenne. Donc, un peu dur, mais bon, c'était le principe du concours. Donc, on a maintenu ce module de méthodologie de l'expression écrite pour tous les étudiants qui rentrent en première année dans cette licence droit sciences politiques parce que
c'est leur permettre de réactiver des règles qu'ils connaissent déjà. Bien sûr, nous, on n'applique pas le critère du concours, hein, tel n'est pas l'objectif. Hein. L'objectif, c'est de les préparer s'ils souhaitent représenter le concours commun. Le niveau est celui attendu en première année du supérieur, pas de difficulté particulière. Avec le temps, on l'a complété, ce module de méthodologie de l'expression écrite, par un module de méthodologie de l'expression orale, qu'on appelle parfois module de clinique de rhétorique. L'idée était la suivante, puisqu'ils vont présenter des concours, puisque nous allons les évaluer à l'oral, parce qu'ils ont décidé d'embrasser des parcours ou des carrières où l'oral joue une place importante, que ce soit une carrière en droit ou une carrière en sciences politiques, eh bien, il faut leur donner les moyens de maîtriser l'oral. Et en première année, on leur propose de décrypter les discours, quels qu'ils soient, hein, quelles que soient les thématiques, d'en comprendre les articulations, et puis de le mettre en œuvre, d'être capable à leur tour de rédiger des discours dans des contextes différents. Alors, un discours, ça peut être un commentaire sportif, ça peut être un discours politique, ça peut être tout et n'importe quoi. Et il faut être capable de comprendre le contexte pour pouvoir s'adapter et rédiger et dire un discours qui soit cohérent et entendable en fonction du public et en fonction des critères. Enfin, et là, vous aurez compris que je suis en train de dérouler les modules qui sont obligatoires. Hein. Là, tous les étudiants de ce parcours sont obligés de suivre ces différents modules. La faculté de droit, dans son entièreté, a fait le choix de mettre en place, et c'était en 2013, des modules spécifiques dédiés aux humanités. Pourquoi? Eh bien parce qu'un bon étudiant en droit, c'est un étudiant qui est très bon en droit, on est d'accord, mais c'est aussi un étudiant qui a une culture, qui est capable d'ouverture, qui est capable de replacer dans le temps, dans l'espace, un certain nombre d'événements pour pouvoir s'ouvrir et pour pouvoir construire, là aussi, la norme, le droit, dans les meilleures conditions possibles. Alors, les humanités, pour ce qui concerne la licence en droit sciences politiques, sont des humanités en histoire contemporaine ou en sciences économiques au choix. Pour les autres parcours, il y a aussi les humanités en sciences politiques, mais là, ça n'avait pas de sens dans le parcours qui nous concerne. Donc, ça fait un volume d'enseignement, les matières essentielles en droit, les matières essentielles en sciences politiques, les 3 modules obligatoires dont je viens de parler. Tout ça fait une petite semaine de 25 heures de travail, de présence en tout cas, en cours, en moyenne à la fac. Alors certains vont vouloir en faire encore plus, et là on est toujours à leur service pour leur en proposer plus, en particulier pour ceux qui veulent préparer le concours commun des IEP. Ils pourront s'inscrire à une préparation spécifique en première année. Alors, bien sûr, hein, ça fait une trentaine d'heures en plus sur le semestre. Étant entendu que l'ensemble de la licence permet de préparer ce concours, il faut quand même en plus s'entraîner à l'écrit. Il faut faire les dissertes, les devoirs tels qu'ils sont attendus par les IEP, et puis travailler les thématiques du concours commun. Il n'y a pas le choix, elles changent tous les ans. Il y a au moins un des 2 thèmes qui changent tous les ans. Là, on est sur la peur et l'alimentation, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, parce que cette licence est une licence où on va, au fond, acquérir tout autant de rigueur que de culture générale, eh bien, j'ai fait le choix, là, c'est un choix personnel, il y a maintenant 4 ans, d'ajouter un module média facultatif. Un module média qui représente une trentaine d'heures, tout compris, sur le semestre, peut-être à peine 20 heures par semestre, ça va faire une quarantaine d'heures sur l'année, pour permettre aux étudiants de s'initier au métier du journalisme, de découvrir ce que c'est que le journalisme, et puis d'apprendre les prérequis indispensables pour préparer dans les meilleures conditions possibles les concours d'entrée dans les écoles de journalisme après leur licence. Donc ça leur permet de rencontrer des journalistes, alors des journalistes sportifs, grands reporters, à la Voix du Nord, etc. Puis également d'avoir les enseignements fondamentaux
en matière de journalisme sur les 3 années. C'est complètement facultatif. L'étudiant qui fait le choix de s'y inscrire, en principe, s'engage sur les 3 ans, mais certains décident d'arrêter en cours de route. S'il a bien suivi les 3 ans, à la fin des 3 années, il a en plus de son diplôme une attestation de la faculté indiquant qu'il a suivi ce module média avec le détail des enseignements dont il pourra se prévaloir pour la suite de son parcours. Donc, on peut avoir des semaines qui sont un peu plus remplies, mais là, c'est vraiment un choix personnel de l'étudiant. Il ne s'agit pas d'en rajouter encore et encore. Tout dépend de ce que l'on souhaite faire et de la manière dont on envisage la suite. Alors, l'intérêt de tout ce que je viens de vous présenter, à la fois de l'enseignement du droit, de la science politique, de ces modules complémentaires, obligatoires et facultatifs, c'est de permettre à l'étudiant de construire son parcours. Je sais très bien que quand on décide de s'engager dans les études de droit ou dans les études de sciences politiques, on ne sait pas forcément, a priori, ce que l'on veut devenir, ce que l'on veut exercer comme profession. L'objectif de cette licence, droit, sciences politiques à la fois, c'est vraiment d'ouvrir le champ des possibles, de donner le plus d'opportunités possibles à l'étudiant. Et très clairement, certains vont commencer en première année. À la fin de l'année, en cours de route, ils vont venir me voir en me disant « Écoutez, madame, le droit, ce n'est pas fait pour moi. » Pas de problème. Le droit, ce n'est pas fait pour vous. Moi, j'entends parfaitement. Est-ce que la science politique, c'est quelque chose que vous voulez, qui vous convient? Est-ce que vous avez envie de continuer dans cette voie? Oui, très bien, il faut continuer en 2e année en sciences politiques. Il n'y a pas de difficulté. Ce n'est pas moi qui fixe les conditions d'accès en 2e année, mais les établissements pourront vous prendre en 2e année parce que vous aurez les prérequis. Inversement, certains viennent me voir en me disant « Écoutez, madame, en fait, moi, ce que j'aime, c'est le droit. C'est vraiment le droit. Je voudrais continuer, mais je voudrais lâcher la science politique et continuer en droit. » Pas de problème. On peut tout à fait continuer dès la 2e année uniquement en droit et lâcher le volet sciences politiques. Alors, je dis toujours, attention, c'est dommage. Parce que ce qui vous est offert là, c'est à la fois les fondamentaux pour réussir tous les concours et tous les examens, mais c'est également l'ouverture, la culture générale, la capacité à analyser et à comprendre les phénomènes d'une manière qui n'est pas enseignée en droit strictement. Par exemple, pour préparer le concours d'entrée à l'ENM, à l'École nationale de la magistrature, les dernières statistiques montrent encore, même si ça a tendance à changer un petit peu, c'est quand même très lent, que ce sont les étudiants qui sortent de Sciences Po Paris et des IEP qui réussissent le mieux. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont bons en droit, non, mais parce qu'ils ont la culture, ils ont la culture générale, ils savent répondre à n'importe quelle question. Ils sont très entraînés à cela. Et donc, cette formation, c'est un premier pas. Quand elle est complétée par un master pertinent, c'est donner déjà les clés pour se présenter dans des conditions optimales au concours d'entrée à l'ENM, à l'École nationale de la magistrature. Alors, j'ai insisté tout à l'heure sur le fait que vous alliez pouvoir préparer le concours d'entrée dans les IEP. C'est vrai en première année, mais c'est vrai aussi en master. Toute la licence vous permet de candidater assez sereinement dans les masters des IEP. Alors, les masters dans les IEP sont très variés. Vous pouvez candidater à peu près dans tout le champ des sciences politiques et tout ce qui est en lien avec les carrières administratives, les carrières juridiques et judiciaires. Il n'y a pas de difficulté. Parallèlement aux études stricto sensu, dans lesquelles vous allez apprendre un certain nombre de choses, acquérir des compétences, pouvoir les attester, par exemple, dans le module média, mais également dans les autres disciplines, dans les autres champs, vous allez être obligé d'effectuer 8 semaines de stage sur vos 3 années de licence. 8 semaines de stage en lien avec la formation. Quand vous êtes dans une licence en droit, stricto sensu, un stage en lien avec la formation, c'est un stage dans le domaine du droit. Quand vous êtes dans la licence droit sciences politiques, un stage en lien avec la formation, c'est un stage dans le domaine du droit, mais c'est aussi auprès d'un élu, pas de problème, c'est en lien avec la formation. C'est un stage dans toute administration, c'est un stage, pourquoi pas, dans une rédaction, auprès d'un journaliste, sur un plateau TV, bref, tout ça, c'est validable puisque c'est en lien avec la formation et ça peut contribuer à construire le parcours et les perspectives d'entrée en master. Donc, ça ouvre là aussi le champ des possibles, ce qui n'est pas
nécessairement faisable dans les autres parcours qui sont des parcours strictement juridiques. La licence permet également de partir en mobilité. La mobilité, c'est le programme Erasmus en 3e année, mais c'est aussi partir en convention globale dans un des établissements avec lesquels on a passé des accords. La licence en droit sciences politiques, alors à raison de sa particularité et au regard de la double compétence qui est travaillée, ne vous permet pas de partir n'importe où, mais c'est vrai de tous les parcours, mais elle vous permet de partir dans tous les établissements qui proposent du droit et de la science politique. Et ils sont nombreux. Alors partout en Europe, mais également au Canada. Nous avons 2 conventions globales avec le Canada, Ottawa en particulier, et Laval, me semble-t-il, sont 2 gros pôles de la science politique. Alors comme quand on fait de la science politique, on est obligé de faire du droit public, vous avez le profil idéal pour partir au Canada, soit à Laval, soit à Ottawa, pour faire votre 3e année. La mobilité, c'est une année complète. Quand on a cette double compétence, droit, Sciences Po, on est en général curieux et ouvert, et partir en mobilité en 3e année, c'est un véritable atout pour la suite et pour la poursuite du parcours. Sur les dernières années, les majors de promotion sont pratiquement tous partis, ont fait le choix de partir et n'ont pas de difficulté pour obtenir le master de leur rêve ensuite, soit en France, soit ailleurs en Europe. C'est souvent un tremplin pour décrocher des masters de grande qualité. Alors, aux Pays-Bas, par exemple, en Belgique, c'est pas très loin, mais également au Royaume-Uni, un peu partout. Tout dépend des choix qui sont faits. Donc, au fond, une double compétence qui, dans un parcours qui permet d'acquérir une double compétence qui ne fait qu'ouvrir des portes et non enfermer. D'autant plus que le diplôme, il est délivré par l'Université Toulouse-Capitole, qui est l'université qui nous conventionne, qui conventionne tous nos diplômes. Ça veut dire qu'on a un diplôme d'État en sortant et qu'on peut donc se présenter dans n'importe quel master, dans n'importe quel établissement. On a le diplôme requis. Ça, c'est vraiment un point important parce que ça n'est pas le cas de toutes les officines. Pour ce qui concerne la fac de droit de l'Institut catholique de Lille, nos diplômes sont délivrés par l'Université Toulouse-Capitole et donc par l'État directement. Donc ça, c'est une vraie garantie. Donc ça veut dire que quand on rentre chez nous, on est à la fois inscrit à la fac de droit de l'Institut catholique de Lille et à la fac de droit de l'Université Toulouse-Capitole. Ça veut dire que tout est double, hein. Je trouve que c'est merveilleux, double compétence, double inscription, vous n'avez rien à faire, nous on gère de notre côté, et ça permet de garantir la continuité de parcours, et ça permet de garantir le diplôme à la fin, ce qui est essentiel pour se présenter au concours et examen. Laurent, je vois que tu veux réagir. Ouais. Nous avons une question en fait. Ouais. Tu as parlé des majors de promo qui partent en Erasmus. Oui. Nous avons quelqu'un qui nous demande combien de personnes partent sur la totalité de ta promotion. Alors, en 3e année, j'ai, en fonction des années, entre 10 et 20 personnes qui partent. J'ai pas de numerus clausus pour faire partir. Ça dépend du nombre de volontaires. La sélection se fait en 2 temps, hein, pour partir chez nous. Les dossiers sont sélectionnés chez nous d'abord et ils sont sélectionnés dans les établissements qui accueillent les étudiants ensuite. Ça veut dire que ce n'est pas parce que nous, on a dit oui que l'établissement d'accueil va valider. Ça veut dire qu'on ne laisse pas partir un étudiant qui pourrait se mettre en danger, c'est-à-dire qui risquerait de ne pas réussir. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de nous assurer qu'au bout du compte, l'étudiant qui va partir va réussir, ne pas se mettre dans une situation qui serait indélicate pour la suite de son parcours. Mais c'est ce qu'on fait de bout en bout. Alors c'est vrai, ta question me fait penser que j'ai absolument pas parlé de l'accompagnement étudiant, mais peut-être que c'est un point que je devrais mentionner maintenant, puisque là, me semble-t-il, expliqué à quel point c'était important de faire du droit et de la science politique. Alors moi, je suis juriste, je ne suis pas politiste, hein, je suis accompagnée par des collègues qui sont politistes parce que ce n'est pas mon domaine de compétences.
En revanche, je suis convaincue de l'intérêt d'avoir ça dans son escarcelle pour être encore meilleur en droit. C'est-à-dire que comprendre l'environnement me semble être indispensable. Mais l'accompagnement dans cette licence, et comme dans toutes nos licences d'ailleurs, hein, l'accompagnement, c'est notre maître mot. On ne laisse aucun étudiant. Ah, nous avons un souci avec Sarah qui apparemment... Donc, je vais continuer. Sarah, tu nous entends? Oui. Oui, on a eu un petit moment où on t'a perdu sur le fait que nous ne laissions jamais aucun étudiant sur le bord de la route. Alors, merci. Donc, je disais que c'était vrai pour les deux disciplines, que ce soit en droit ou en sciences politiques. C'est vrai que j'ai eu un petit message de connexion instable, j'en suis désolée. Donc, effectivement, on accompagne nos étudiants. Alors, en tant que responsable de parcours, je les reçois tous dès qu'ils le demandent. Je ne les force pas, bien sûr. Je les réunis très régulièrement en promo pour m'assurer que tout va bien. Et puis ensuite, en entretien individuel, dès que c'est nécessaire ou à leur demande, hein. Parfois, c'est moi qui prends l'initiative, mais c'est plutôt l'étudiant qui vient vers moi. Et puis, on accompagne... Ça va, on m'entend toujours? Oui, on accompagne également dans des ateliers méthodologiques pour être sûr que tout se passe bien et pour donner des outils supplémentaires aux étudiants, hein. Ils peuvent s'inscrire dans des ateliers méthodologiques complémentaires des cours et ils peuvent éventuellement, si c'est indispensable, s'inscrire en tutorat individuel. Donc, ils ne sont jamais abandonnés sur le fond. Ils ne sont jamais abandonnés non plus sur la forme, puisqu'il y a toujours quelqu'un pour répondre à leurs questions. Quand ce n'est pas moi, il y a les services administratifs qui sont là. Il y a la vie facultaire. Il y a Florane aussi qui répond souvent à leurs questions ou à leurs interrogations. Ça, l'accompagnement pour nous, c'est quelque chose d'indispensable. Là, sur la procédure Parcoursup, ce n'est pas parce qu'ils sont en première année qu'ils n'ont pas eu à recandidater sur Parcoursup. Certains veulent arrêter le droit. Je suis à côté d'eux. Je ne les ai pas laissés seuls dans cette aventure, bien sûr, parce que ça se réfléchit, parce que parfois, ils veulent abandonner un peu trop vite, ou ils sont un peu trop angoissés par leurs résultats. On est toujours là pour les accompagner. Alors, un petit point sur les résultats, peut-être, non? Alors, juste avant de venir sur ce point-là, deux questions intéressantes. Quand un étudiant part à l'étranger pour sa troisième année, est-ce qu'il valide son année en France? Est-ce qu'il valide son année à l'étranger? Comment cela fonctionne? Comme pour toutes les mobilités Erasmus ou les conventions globales, quel que soit l'établissement concerné, il y a je suis en train de chercher le terme, enfin, learning agreement, un contrat d'études qui est signé par l'étudiant avec son établissement de rattachement, donc nous, et l'établissement d'accueil. Les notes seront délivrées par l'établissement d'accueil, elles seront ensuite validées par l'établissement, par nous, l'établissement dans lequel l'étudiant est inscrit initialement, et elles sont contrôlées naturellement par Toulouse Capitole. Donc le diplôme, c'est notre diplôme, le diplôme français qui est délivré, même si les notes sont obtenues ailleurs. C'est le principe d'Erasmus. Donc pas d'inquiétude, pas de difficulté. Alors, souvent, les étudiants Erasmus ont des notes bien supérieures dans leur mobilité que les étudiants qui restent en France. Les établissements qui délivrent les diplômes ont pris l'habitude de convertir les résultats. Alors, il y a des grilles qui existent comme ça. Ce n'est pas nous qui faisons ça, c'est Toulouse Capitole, hein, et tous les établissements le font, hein, des grilles de conversion des notes avec un coefficient qui est appliqué pour que les notes soient ensuite intégrées dans les résultats en France. Pas de problème. Une autre question tout à fait pertinente également. Donc, nos étudiants sont inscrits à Toulouse Capitole. La question est, est-ce que ceci est un atout également pour l'admission en master à Toulouse? J'ai bien peur que oui. Oui, c'est un atout. Oui, parce que, d'abord, il est important que vous sachiez que nous entretenons d'excellentes relations avec notre université de conventionnement.
ils sont pleinement intégrés à la vie de nos formations, c'est-à-dire qu'ils savent très bien ce que nous faisons et ils le cautionnent à 100%. Il n'y a pas de difficulté de ce point de vue. Ensuite, parce que nos étudiants sont inscrits à Toulouse Capitole, il est même possible, au cours de la licence, de souhaiter continuer à Toulouse, de partir de la Cato pour aller continuer à Toulouse. C'est parfaitement faisable, puisque l'étudiant est inscrit là-bas. Ah, nous avons reperdu Sarah. Donc, je vais continuer. Oui, comme l'étudiant est inscrit à Toulouse Capitole, en fait, il a la possibilité d'interagir avec cette Mais ayant fait la première année. On t'a perdu un petit peu, Sarah? Alors, ça y est, je suis revenue? Oui, c'est bon, tu es revenue. Je pense que c'est la pluie, j'en suis navrée. Ça doit perturber le réseau. Ouais, j'ai une connexion Internet instable. Je disais que c'était donc un atout, qu'on pouvait continuer son parcours même en cours de licence à Toulouse sans difficulté et que parce qu'on a un diplôme de Toulouse, eh bien, la continuité en master, ma foi, est plus naturelle. Maintenant, attention, la sélection aujourd'hui se fait en Master 1. Les candidatures, on ne sait pas trop bien comment elles vont apparaître et c'est le cas pour tout le monde puisqu'il y a désormais une plateforme pour candidater en Master qui a ouvert cette année, qui s'appelle Mon Master, monmaster.gouv.fr. Ça, je pourrais vous en dire plus l'année prochaine quand j'aurai un peu plus de retours sur le fonctionnement de la plateforme. Mais pour le moment, soyons rassurés, nos étudiants font partie des cohortes toulousaines. Et ça, c'est un atout. Il y avait d'autres... Alors là, je ne t'entends pas. J'ai dit la question est sur la slide suivante, donc normalement, ça devrait être bon. La question est comment vous trouvez sur Parcoursup? Oui, ça, c'est une bonne question. La licence, je le redis, c'est une licence en droit. Donc, il faut chercher licence en droit. Et ensuite, le parcours, c'est le parcours droit sciences politiques. Ça n'est pas une double licence, ça n'est pas une bilicence, c'est une licence simple en droit. C'est le diplôme qui sera obtenu, mais avec un parcours qui offre une double compétence, droit, sciences politiques, et c'est comme vous l'avez sous les yeux qu'elle va apparaître. Alors, enseignement partiellement à distance. Je ne sais pas ce que c'est que cette information. Tous nos enseignements se font en présence, à la fac, sur site. Et effectivement, il y a un test de sélection pour prétendre entrer dans ce parcours. Alors, je vous en dis plus tout de suite après. Moi, j'ai fait le test pour aboutir à cette page. J'ai renseigné droit sciences politiques, Institut catholique de Lille, et je suis tombée tout de suite sur cette page. Donc, il ne devrait pas y avoir de difficulté. Je vais mettre le lien dans le chat pour les personnes qui souhaiteraient voir toute la démarche pour aboutir à cette page-là. Vous verrez, c'est une petite vidéo qu'on a faite pour vous accompagner dans la recherche sur Parcoursup. Très bien, oui, je te remercie. Oui, effectivement, alors bon, Parcoursup, c'est angoissant, hein. On ne trouve pas, on cherche, on n'a pas vu passer. Bon, il y a pas mal de filtres, hein. Je crois que le plus facile, c'est de ne pas trop filtrer, de ne pas mettre trop de filtres pour que vous puissiez obtenir ou aboutir aux formations, que ce soit celle-ci ou d'autres, hein, d'ailleurs, que vous cherchez. Les filtres ne sont pas toujours d'une efficacité absolue. Alors, quant à l'épreuve de sélection, alors ce n'est pas vraiment une épreuve de sélection, ça c'est l'intitulé Parcoursup. De notre point de vue, c'est une épreuve de motivation. Vous allez si vous candidatez dans ce parcours, vous allez rentrer tous les éléments tels que Parcoursup vous les demande. Vous rentrerez les éléments de dossier, votre établissement remplira la fiche à venir, vous allez pouvoir compléter votre projet motivé, qui est un élément extrêmement important, et puis également des éléments de CV, où vous allez pouvoir préciser ce que vous avez comme activité extrascolaire, quels sont vos engagements, ce que vous avez pu faire comme stage déjà, bref, en dire un peu plus sur qui vous êtes. Je reviendrai sur cette partie-là après.
En complément de ces éléments de dossier qui vont nous être transmis quand vous aurez candidaté, donc qui nous seront transmis une fois que vous aurez finalisé votre dossier, c'est-à-dire après le 6 avril, nous, on va tous ceux qui auront candidaté, vous serez tous invités à venir, pardon, j'enlève ce terme à venir, vous serez tous invités à ce test de motivation qui aura lieu en ligne. Pas besoin de se déplacer, ça se fait en ligne. Ce sera j'ai peur de dire une bêtise sur la date, le 3 mai. Le 3 mai pour Sciences Oui, politiques, ce sera le 3 mai. ce sera le 3 mai, le mercredi. Alors, probablement le matin. En général, c'est le créneau qui m'est dédié, le mercredi matin. C'est un test à l'occasion duquel je vous poserai des questions. Tout ça ressemble très clairement à un QCM un peu amélioré. Des questions de motivation. Alors, comment tester la motivation d'un candidat? Si je vous dis, par exemple, vous avez besoin de préparer une revue d'actualité en première année. Pour vous informer, vous allez choisir petit A, Russia Today, petit B, BFM TV, petit C, YouTube, petit D, le journal Le Monde. Bon, si vous êtes motivé pour venir en droit sciences politiques, vous allez plutôt répondre le journal Le Monde. Si vous répondez YouTube, oui, vous êtes certainement motivé pour quelque chose, ce n'est pas discriminant, mais moi, j'y vois un peu moins d'intérêt pour un parcours en droit Sciences Po. Voilà, des petites questions comme ça, et puis des questions un peu plus de culture générale, d'actualité politique. Alors, ce n'est pas très compliqué, et d'ailleurs, la plateforme, j'ai renseigné un certain nombre d'exemples qui seront mis à disposition pour que vous puissiez vous entraîner. Par exemple, je vous demande, parmi la liste des noms suivants, qui n'a pas exercé les fonctions de Premier ministre. Et je peux mettre Édith Cresson, Elisabeth Borne, Édouard Philippe et Marcel Proust. Voilà. Bon, ben, en principe, c'est pas très difficile. Alors, j'exagère, je mettrai le nom d'un autre ministre, bien sûr, mais c'est pas très difficile. Il suffit d'avoir suivi l'actualité globalement pour pouvoir répondre aux questions. Et puis, je mets également une partie compréhension de texte. Donc, je prends un article dans un journal quelconque. L'année dernière, j'avais pris un extrait d'article du Monde, je crois, portant sur la venue de l'ambassadeur d'Ukraine à Paris. Je crois que c'était ça l'extrait. Et j'ai posé quelques questions de compréhension fine sur le texte. Bon, là, il suffit de lire sereinement et de répondre tranquillement aux questions. On a largement le temps de répondre aux questions. Vous allez avoir, je crois que, je ne sais plus, 45 questions, il me semble, en 30 minutes. En réalité, au bout de 12 minutes, la plupart du temps, vous avez terminé parce que ce n'est pas très difficile. Alors, vous allez me dire pourquoi faire ça? Si vous êtes motivé, vous allez le faire, le test. Ça, c'est mon premier élément de motivation. Ceux qui ne font pas le test ne font pas la démonstration de leur motivation. Ça, c'est un point important. Deuxième point, vous venez peut-être d'établissements qui notent un peu dur. Et moi, je n'ai que 2 moyens pour corriger cela. J'ai la fiche à venir dans votre dossier et ce test qui me permet de vous mettre une belle note et de faire remonter votre dossier dans le classement. La fiche à venir, c'est un outil vraiment important de votre dossier. Alors, je ne suis pas sûre que vous y ayez accès, mais sachez que c'est dans cette fiche que les établissements indiquent ce qu'ils pensent de vous, pas simplement en termes de résultats, mais plus généralement. Et donc, quand je lis, par exemple, une note de 12 et en face excellent élève, je sais que c'est un établissement qui note un peu dur. On n'est pas excellent à 12. L'excellence, c'est 20. Donc, si on dit excellent à 12, ça veut dire qu'on a l'habitude de noter un peu dur. Et voilà, ça me permet aussi de rétablir le déséquilibre. Donc, un test de motivation, d'orientation, qui va aussi vous permettre de vous poser la question de savoir si vous avez envie de venir dans ce parcours ou pas. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important parce que ça vous permettra d'affiner votre choix également derrière et de ne pas mobiliser une place si, à l'issue du test, vous dites oh, « mais non, en fait, moi, tout ça, ça ne m'intéresse pas du tout, je n'ai pas du tout envie de faire ça ». Bon, ben voilà, vous serez fixé et nous, et moi également de mon côté. Je peux dire moi puisque c'est moi qui fais
qui reçoit toutes vos candidatures et qui les classe. Ça me prend un peu de temps, mais je le fais avec grand plaisir parce que je ne recrute pas des numéros ni des notes, mais je recrute des étudiants qui vont s'épanouir dans le parcours. C'est la raison pour laquelle je vous invite à être très vigilant sur ce que vous allez écrire dans votre projet motivé. Parce que oui, je lis les projets motivés. Jusqu'à présent, je n'ai eu aucune recette de cuisine, d'ailleurs, je peux vous le dire. En revanche, pour moi, c'est un instrument qui me permet de savoir qui vous êtes. Ne me dites pas que mon parcours, il est bien. Tant mieux si vous le pensez. Mais ce n'est pas ça qu'il faut me dire. Il faut me dire pourquoi je dois vous prendre vous. Qu'est-ce qui fait que vous êtes une personne qui va s'épanouir, qui va venir enrichir ce parcours et pourquoi je devrais vous choisir à vous et bien vous classer vous plutôt que les autres. Alors, je vois qu'il y a un certain nombre de questions. Alors, j'ai une question sur la possibilité de s'entraîner sur le test du 3 mai. Voilà, savoir s'il y a des dossiers d'entraînement qui peuvent... Alors, comme il n'y a pas de programme de révision, puisqu'on parle de... je vais vous interroger, c'est un bien grand mot, mais je vais vous poser des questions sur l'actualité, ce qu'on est en train de vivre. Si vous êtes intéressé par un parcours en droit sciences politiques, c'est que vous êtes curieux et que donc ce qui se passe autour de vous aujourd'hui vous intéresse et vous préoccupe. Donc, il y aura forcément des questions sur l'Ukraine, il y aura certainement des questions sur l'adoption du projet de la loi sur les retraites, probablement l'immigration, puisque ce sont les gros sujets qui touchent actuellement le gouvernement. Mais ce ne sont pas des questions de droit. Il n'est pas question de poser des questions de droit. Vous n'êtes pas juriste. Vous le deviendrez à l'issue du parcours. Ce sont des questions de suivi de l'actualité. Alors, j'ai d'ores et déjà préparé et donné au service un gros échantillon de questions, le texte de l'année dernière avec les questions que j'avais posées dessus pour que justement vous puissiez vous entraîner utilement. Ça, ce sera mis à disposition lorsque vous aurez... après le 6 avril. Ça n'est pas ouvert avant, à ma connaissance. Florane, tu confirmes? Je ne pense pas que ce soit ouvert avant, oui. Voilà. Donc, pour s'entraîner, on suit l'actualité. On sait qui est Premier ministre, on sait qui est président de la République. Voilà, on n'est pas... Il n'y a pas de... Alors, si, il y a une question que j'aime bien poser, c'est vrai, qui est un peu plus culturelle. Si on vient dans le Nord, il faut savoir où on met les pieds. Venir dans, si on fait le choix depuis Aix-Marseille de venir s'installer à Lille, on doit au minimum savoir que l'antenne du Louvre se situe à Lens, par exemple. Ça me semble être un minimum d'un point de vue culture générale. C'est pas méchant comme question. En principe, on le sait. Je pose pas de questions sur le foot, ça m'intéresse pas le foot. Même si ça fait partie de la culture générale, soyez rassurés, je pose pas de questions sur le RC Lens. Tu as peut-être d'autres questions? Non, c'est bon, j'ai pu répondre aux autres. Tu as pu répondre aux autres questions, parfait. Alors, pour en revenir peut-être sur la manière dont ça s'organise, vous allez venir de parcours qui vont être très divers. Vous allez avoir fait des choix de spécialités très variés, et c'est tant mieux, parce que tous ces choix vont venir alimenter non seulement le parcours dans son entièreté, mais les enseignements également. Le droit, vous allez le découvrir quand vous allez rentrer à la fac. La science politique, même si vous avez l'impression d'en avoir déjà fait, vous allez voir que quand vous allez découvrir les cours de Madame Le Gouriellec, par exemple, vous aurez l'impression de n'en avoir jamais fait. Et c'est normal, c'est complètement normal. Alors, parce que tout ce dépaysement est normal, nous, on fait le choix, les 3 premières semaines, de vous faire rentrer progressivement dans les matières. On ne vous met pas tout de suite en face de la matière fondamentale. On ne vous interroge pas immédiatement sur ces matières-là. Pendant 3 semaines, on vous permet de vous acclimater un peu à la vie d'étudiant. Et l'expérience montre que nous avons raison de le faire, parce que peut-être qu'au bout d'une semaine et demie, vous vous direz « mais moi, ce n'est pas ça que j'ai envie de faire ». Et très bien, vous aurez encore le temps de vous retourner et d'aller vous inscrire ailleurs si vous n'êtes pas heureux dans le parcours dans lequel vous vous êtes inscrit.
3 semaines pendant lesquelles on va pouvoir mesurer votre niveau en langue, non pas en tant que tel, on s'en fiche un peu, mais pour vous orienter vers les bons groupes de langue, puisque l'anglais est obligatoire. Vous allez avoir des niveaux très variés. Pardon. Notre objectif n'est certainement pas de vous mettre dans un groupe de super forts si vous êtes moyen. Il vaudra mieux vous mettre dans un groupe de moyens pour vous amener au niveau super fort, mais certainement pas vous mettre en difficulté. Donc, on va faire ça pendant les 3 premières semaines. On va aussi vous immerger donc, dans ce qu'on appelle l'unité de transition. Unité de transition dans laquelle on va vous faire 3 cours d'introduction au droit. Alors, organisation de la justice pour comprendre comment fonctionne la justice, introduction au droit public, introduction au droit privé. Et puis, parallèlement, vous faire suivre un certain nombre d'ateliers pour vous expliquer comment on doit travailler quand on arrive à la fac. Parce qu'on a beau vous encadrer beaucoup à la Cato, le travail, ce n'est pas nous qui le faisons, c'est vous. Et le pas à franchir entre le lycée et le supérieur est énorme. Vous allez devoir acquérir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autonomie, apprendre à organiser vos journées. Vous allez écrire à vos parents, ou vous, parents, vous aurez l'impression quand même, il y a des gros trous dans la journée, mais qu'est-ce que c'est que cet emploi du temps qui est surréaliste où il y a 3 heures entre 2 cours? C'est 3 heures de travail, hein. Il y a une bibliothèque, il y a des salles pour travailler. C'est 3 heures pendant lesquelles on doit travailler seul pour préparer le cours suivant ou pour revoir le cours précédent ou pour préparer la suite de la semaine. Ça, c'est un emploi du temps normal quand on est dans le supérieur. Je te regarde, Florane, parce que quand je vois que tu ne bouges plus, je crois que ça a coupé, mais il ne faut pas hésiter à me prévenir. Hein. Non, c'est tout. Donc voilà, un rythme qui est complètement différent du lycée, où on vous prend par la main, il est vrai, mais où vous devez travailler dans ce que vous appellerez les trous dans l'emploi du temps. Quand même, ce n'est pas normal. On n'a plus cours à 14 heures et on reprend de 18 à 20 heures. Ben oui, alors vous êtes nombreux, il y a beaucoup de groupes, et puis entre les deux, c'est fait pour travailler. On essaie d'encadrer ces périodes de travail aussi, pour vous pousser à aller utiliser la bibliothèque, qui est en plein milieu du campus, hein, qui n'est pas un endroit dangereux, mais au contraire un endroit où vous êtes bien traité et là aussi accompagné si vous avez besoin. Donc, on vous apprend tout ça pendant cette unité de transition. On vous explique comment vous mettre en situation de réussir tout de suite. Et à l'issue de ces 3 semaines où vous allez avoir découvert déjà un peu les matières juridiques, enfin même pas à l'issue, pendant ces 3 semaines, on vous proposera, enfin on vous imposera d'ailleurs, vous n'aurez pas le choix, de suivre un certain nombre de QCM d'évaluation, alors dont le pourcentage est réduit. Il s'agit de vous permettre de voir si vous avez compris ce que ça veut dire travailler tout seul, si vous avez compris ce qu'on attend de vous tout de suite pour ne pas vous mettre en difficulté pour la suite, et puis de rectifier le tir en allant voir les enseignants, en sollicitant tout de suite peut-être de l'aide si c'est nécessaire. Et puis en général, ça se passe bien parce que au deuxième exercice, bon, ça y est, vous êtes à l'aise et vous avez compris ce qu'on attend de vous. Alors, je ne dis pas que tout le monde réussit, mais enfin, si on travaille un minimum, ça marche. Alors, petite précision utile, hein, quand on rentre dans le supérieur, que ce soit chez nous ou ailleurs, hein, il n'y a plus de vacances, on parle de pause pédagogique. Les week-ends, oui, sont éventuellement faits pour retourner voir sa famille, mais ils sont aussi faits pour travailler. On est obligé de les utiliser pour travailler. Hein. On n'a pas tellement le choix, puisque les semaines sont bien rythmées et bien chargées, et puis parce que également, on vous incite à avoir une vie associative. C'est hyper important de s'engager dans les associations étudiantes. Il y a tout un panel qui est complètement dingue. Alors, il y a les associations d'éloquence, il y a des associations qui organisent des conférences, il y a les associations sportives, il y a le bureau des arts, donc on peut faire du théâtre, on peut faire du chant, on peut participer à la chorale. Il y a aussi une association de biérologie. Alors, un truc que je trouve très bien, on est dans le Nord, donc c'est bien de savoir déguster, après tout, le produit local. Et puis, tous les sports sont envisageables, et puis si toutefois il n'y avait pas l'association de vos rêves, il ne faudrait pas hésiter à la créer. Alors moi, il n'y avait pas l'association de mes rêves pour mes étudiants, il n'y avait pas le journal de la fac. Mes étudiants
ont créé l'association du journal de la fac et sont désormais eux qui font le journal de la fac. On va avoir le 3e numéro de cette année, c'est un travail remarquable, ils sont accompagnés par un journaliste, c'est super ce qu'ils font. Voilà, donc c'est important de s'engager dans ces associations, c'est important d'avoir une vie d'étudiant, de rencontrer les autres étudiants pour faire des groupes de travail, des groupes dans lesquels on va s'aider, on va fonctionner en promo, en petits groupes, ça va être super. Il y aura des systèmes de parrainage aussi entre les premières années, les deuxièmes et les troisièmes années pour vous accompagner, pour que vous ne soyez pas perdus. Alors, ça devrait être le cas dans tous les parcours, ça n'est pas toujours le cas dans tous les parcours, c'est le cas en droit sciences politiques où vraiment les troisièmes années et les deuxièmes années vous accompagnent en première année pour que vous ne soyez pas perdus. Ils vous invitent, ils vous incitent à participer aux associations de diplôme, il y en a 2 pour la licence droit Sciences Po. Et après, il y a tout un tas d'autres associations. Alors, j'insiste sur l'opportunité qui vous est offerte avec ce grand nombre d'associations, parce que quand vous vous engagez dans ces associations, vous pouvez grappiller quelques points engagement étudiant. Et ça, ce n'est pas négligeable. Non seulement ça se voit sur les résultats, on a une petite ligne engagement étudiant, mais en plus, ça peut donner quelques points supplémentaires, donc quelques dixièmes de points supplémentaires sur la note finale. Ça, il ne faut pas s'en priver. Il ne faut surtout pas s'en priver. Et puis après, sur le CV, de toute façon, quand on candidate en master aujourd'hui, il faut avoir un peu d'expérience associative, en plus des stages qu'on aura été obligé de faire pendant le parcours. Donc, moi, j'insiste sur le fait qu'il est important d'avoir cette vie associative et cette vie d'étudiant. C'est comme ça que vous faites les rencontres qui seront porteuses pour demain, que vous commencez à créer votre réseau entre vous. Vous rencontrez des copains, c'est vrai, mais vous rencontrez aussi de futurs professionnels en faisant ça. Puis quand vous organisez des conférences ou quand vous mobilisez pour faire, par exemple, là, la semaine dernière, les étudiants de la licence avaient organisé un voyage, une sortie au Sénat. Ils ont été reçus par un jeune sénateur, ils ont fait une visite du Sénat. Moi, je trouve ça fantastique, c'est extrêmement porteur. Il participe à pas mal de choses, parce que je sais que découvrir la recherche, c'est important et que ça fait partie des critères quand on rentre en master. Je les incite beaucoup à organiser des conférences. Je les accompagne aussi pour ça. Ils ne sont pas toujours abandonnés à leur statut associatif quand c'est nécessaire. Ça se fait aussi avec les enseignants. Et ils organisent par exemple un colloque pour la rentrée prochaine parce que ça fera une ligne supplémentaire aussi sur leur CV et puis c'est une approche de la recherche, donc je trouve ça intéressant. Voilà, beaucoup de choses qui peuvent se faire parallèlement au parcours. Alors j'ai beaucoup parlé, peut-être que vous auriez des questions supplémentaires. On avait, bon, ça c'est la petite slide pour finir, on la mettra peut-être à la fin. Nous avons une personne qui nous demande comment est-ce que nous pouvons comparer le parcours que nous proposons à la FLD et le parcours qui est proposé par l'Université de Lille. Le parcours qui est proposé par l'Université de Lille, c'est un parcours en droit ou un parcours en sciences politiques, sauf erreur de ma part. Ce n'est pas un parcours mixte. Même si dans les parcours en droit de tous les établissements publics, il est possible de suivre des cours de sciences politiques, mais uniquement en option. Ça ne fait pas partie du tronc commun des enseignements. C'est-à-dire qu'on peut prendre un cours d'introduction à la science politique, comme on peut prendre un cours d'introduction historique au droit, comme on peut prendre un cours de droit des biens et autres matières juridiques. Ça, c'est vrai, c'est le cas du parcours en droit. Donc, donc, rien à voir. Si, les matières fondamentales du droit sont les mêmes, mais pour ce qui nous concerne, nous, il y a quand même 4 matières de sciences politiques qui sont obligatoires en première année. Et on en retrouve comme ça jusqu'à la fin du parcours. Maintenant, la différence avec le parcours en sciences politiques, c'est que le parcours en sciences politiques de Lille ne comporte pas de droit privé. Il y aura des enseignements en droit constitutionnel, puisque c'est un peu incontournable pour faire de la science politique de faire du droit constitutionnel. Mais il n'y aura pas de droit civil, par exemple, il n'y aura pas de droit des biens. On ira chercher uniquement des matières de sciences politiques, dans tout le champ des sciences politiques, et les enseignements indispensables
en droit, disons, institutionnel, que l'on parle d'institutions françaises, européennes ou internationales, puisque ces enseignements sont indispensables pour faire de la science politique. On ne peut pas faire de la science politique si on ignore tout du fonctionnement des institutions. C'est bien sûr, l'analyse des institutions passe par là. Je ne sais pas si je réponds à la question. Je viens de vérifier, sur l'université de Lille, il n'y a pas de licence qui soit dédiée droit et sciences politiques. Voilà, non, il y a peu de parcours qui fassent droit sciences politiques. À ma connaissance, il y a la Cato de Paris, mais ça n'est pas rattaché à la faculté de droit, c'est rattaché à la FAS, alors la faculté des sciences sociales, quelque chose comme ça. Il y a un parcours à Paris 1, à la Sorbonne, qui est aussi un parcours sélectif de mémoire, donc il y a peu de place. Il doit y avoir un parcours à l'IED, donc à l'Institut d'études à distance aussi, rattaché à Paris 1. Mais là, c'est pareil, il n'y aura pas un nombre de places inconsidéré. Et il y a un autre parcours, je ne sais plus où, dans le sud de la France, mais là, il m'échappe. Ça, vous les avez sur Parcoursup, bien sûr. On a une question complémentaire sur ce thème-là, c'est si une personne s'engage dans cette licence et qu'elle s'aperçoit qu'elle ne veut faire que de la science politique, est-ce que nous avons une passerelle qui lui permet d'entrer en deuxième année à l'ESPOL? Alors, il n'y a pas de passerelle. Ça, ce serait un terme excessif. Ça ne peut pas être aussi automatique que ça. L'ESPOL est aussi un établissement sélectif. C'est donc ESPOL qui va sélectionner les personnes qui pourront poursuivre en deuxième année. Jusqu'à présent, et on travaille, on est parfaitement raccord, c'est pas très beau comme expression, mais on travaille ensemble. L'ESPOL, que ce soit ESPOL et la fac de droit, leur sélection se fait d'une part sur le dossier et d'autre part après entretien. Donc, il ne peut pas y avoir d'automaticité, mais il n'y en aura nulle part d'automaticité, puisqu'il s'agit de changer de mention, partir de la mention droit pour aller vers la mention sciences politiques. Mais, puisque le dossier et parce que la formation le permet, c'est possible. Mais ce n'est pas moi qui décide de la possibilité d'entrer ou non. Moi, je vous dis que c'est possible. Après, ça dépend du dossier et ça dépend des critères qui sont fixés par les établissements. Alors, ESPOL prend tous les ans certains étudiants je crois qu'il n'y a pas tellement plus de 2 étudiants par an qui font le choix de continuer en L2 à ESPOL. Je dirais qu'il y a 50% des candidats qui y sont pris. Je crois qu'ils étaient 4 cette année. Là, pour le moment, je ne sais pas ce que ça va donner. Ils étaient 4 l'année dernière. Il y en a 2 qui ont pu continuer directement en deuxième année à ESPOL. Réciproquement, moi, j'accueille en deuxième année des étudiants qui ont fait leur première année à ESPOL. Mais je ne les prends pas tous. Je sélectionne aussi sur dossier et sur entretien. Alors, puisqu'on parle d'ESPOL, je t'entends pas, Florane, peut-être que tu voulais ajouter quelque chose. Non, je disais que c'est bon, nous avions fait le tour des questions. D'accord, alors je voudrais dire un petit mot sur ESPOL, justement, l'école européenne de sciences politiques. Comme son nom l'indique, école européenne de sciences politiques. C'est une école dans laquelle on fait des sciences politiques. Le droit est accessoire. Alors que pour ce qui concerne la licence en droit sciences politiques, c'est d'abord une faculté de droit et dans laquelle on va faire de la science politique. Pour ce qui les concerne, c'est une école de sciences politiques qui ressemble à un IEP, c'est un peu un IEP privé, si vous voulez. Alors, le terme privé est un peu derrière IEP, colle pas, puisque ce sont des établissements d'une nature particulière, mais bref. C'est une école dans laquelle vous aurez une licence en sciences politiques. Donc, vous ne ferez pas de droit privé, du tout, par exemple. Vous ferez un peu de droit public, mais pas beaucoup. Je peux vous donner un critère de comparaison. Le droit constitutionnel que j'enseigne pour ma part en première année de droit, pour tous les parcours, le cours représente 72 heures sur l'année avec 54 heures de travaux encadrés. Donc 72 heures de cours magistraux, où tous les étudiants sont dans le même amphithéâtre, et 2 fois 27 heures, oui c'est ça, 54 heures en petits groupes de 25 étudiants maximum. Ça fait un beau volume sur une première année. C'est une des matières fondamentales qui sert à la fois le droit et la science politique. À l'ESPOL, vous n'aurez pas le même volume. Vous aurez, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y a 25 heures, peut-être 30 encore, je ne suis pas sûre,
de droit constitutionnel en première année. Il n'y aura que 16 heures ou 18 heures de TD. Donc, voyons, on n'est déjà pas sur le même volume. Et ensuite, en deuxième année, à nouveau 25 ou 30 heures de cours, mais pas de TD cette fois-ci. Donc, le cours pour lequel moi je dédie 72 heures plus 54 heures de travaux encadrés va être peut-être un cours de 60 heures, mais je ne crois pas que ce soit autant. Je crois que c'est plutôt 50 heures sur 2 années à ESPOL, avec simplement, allez, disons largement, 18 heures de TD. On n'est pas du tout dans le même approfondissement, ni dans la même manière de voir les choses. Et il n'y aura pas d'enseignement en droit privé. Ça veut dire qu'on ne peut pas prétendre d'abord parce que la licence ne sera pas une licence en droit, elle ne permet pas de déboucher sur les professions réglementées. Elle peut permettre de déboucher sur les concours administratifs, mais pas sur les professions réglementées. C'est-à-dire qu'il faut derrière réussir à être accepté dans un master en droit. Et ça n'est absolument pas automatique quand on sort de l'ESPOL. On ne poursuit pas automatiquement en droit. Il faut parfois faire quelques circonvolutions complémentaires pour pouvoir rejoindre un programme qui serait un programme en droit. Et ça n'est pas toujours possible. Nous, par exemple, en faculté de droit, nous ne pouvons pas accepter les candidatures des étudiants qui sortent d'ESPOL dans tous les masters. Ils peuvent candidater et parfois être pris dans le master de droit public, et candidater et parfois être pris dans le master de droit international et européen qui débouche sur droit de l'homme, sécurité, développement. Quand il y a du droit des affaires, ça n'est pas possible. Ils n'ont pas les prérequis, par exemple. Quand il y a du droit privé, ils n'ont pas les prérequis. Une autre question concernant leur arrivée en première année et les 3 semaines d'apprendre à apprendre. Si la personne se rend compte qu'elle ne souhaite pas continuer dans le droit, ou du moins dans droit et sciences politiques, Oui. comment est-ce que ça se passe? Alors, il y a plusieurs possibilités. Si c'est quelqu'un qui veut continuer dans le droit, la réorientation est tout à fait possible chez nous. Un changement de parcours est parfaitement envisageable. On peut le faire assez rapidement et sans difficulté. Le fait d'avoir été sélectionné, enfin pas sélectionné, mais d'avoir eu une place en droit sciences politiques permet de se réorienter soit en licence européenne de droit, et là c'est le responsable qui décide de valider ou pas la candidature, soit en droit culture juridique, c'est-à-dire la licence de droit plus classique. Aussi, la directrice a son mot à dire, bien sûr, mais en principe, il n'y a pas de difficulté. Maintenant, si c'est pour partir en sciences politiques, il y aura urgence à trouver une place, et ça, en principe, j'accompagne, mais je ne peux pas choisir les établissements ni faire le travail sur Parcoursup en procédure complémentaire. S'il s'agit de partir en sciences politiques, il faut évidemment passer par la procédure complémentaire s'il reste des places, et sinon, ensuite, faire des candidatures directement auprès des établissements dans lesquels il restera des places. On peut même imaginer changer complètement de filière. Ça, je ne l'ai pas évoqué. Effectivement, pour certains étudiants, il y aura des réorientations en cours de route vers la fac d'histoire. Il n'y a pas de difficulté particulière pour continuer en deuxième année en histoire, ni pour candidater à l'issue des 3 ans dans un master en histoire. On ne peut pas faire n'importe quel master, mais on peut faire un master en histoire, en relations internationales, par exemple. On est formé pour. Ça va, je réponds à ça. Oui, alors une question sur des chiffres. Oui. Sur combien nous avons de candidats pour cette formation et combien nous avons en fait en taux de réussite à la fin des 3 ans, et quel est le profil finalement d'un étudiant de licence et sciences politiques? Alors, ça fait effectivement beaucoup de chiffres, je ne suis pas sûre de tout avoir. Alors, moi, je peux parler de taux de passage entre la première et la deuxième année. Par exemple, l'année dernière, et c'est à peu près comme ça tous les ans, hein, je crois que l'année dernière, c'est 84% de passage en deuxième année. Beaucoup de travail. Les étudiants travaillent énormément, hein. Quand on vient à la Cato, ce n'est pas parce que les études sont payantes qu'on a facilement son année ou son diplôme, attention, hein, qu'il n'y ait pas de confusion. Mais c'est une licence pour laquelle la sélection ayant été rude à l'entrée, une fois qu'on y est, c'est qu'on pouvait la suivre sans trop de difficultés. Les étudiants sont
travailleurs, d'une part, et d'autre part, suffisamment bien organisés pour travailler en groupe, ce qui leur permet collectivement de réussir. Et ça, moi, je trouve que c'est merveilleux. C'est-à-dire qu'ils savent aller chercher de l'aide auprès de leurs camarades. Donc, nous, on ne les laisse pas sur le bord de la route, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais leurs camarades non plus. L'effet promo joue énormément. Et c'est particulièrement vrai sur cette licence, hein. Il y a un effet... un phénomène promotion qui est incroyable. Et puis, il y a l'aide des troisième et des deuxième années. Donc, ils n'ont pas les sujets, mais ils sont là pour accompagner. Il y a une difficulté, il y a toujours quelqu'un pour répondre. Donc, ça explique aussi ce taux de passage. 84% l'année dernière, c'est à peu près comme ça tous les ans. C'est un peu supérieur entre la deuxième et la troisième année. Et alors, jusqu'à il y a 2 ans, j'avais 100% de réussite en troisième année. Depuis 2 ans, j'ai un tout petit peu moins à raison des réorientations qui ont lieu et qui conduisent 2 ou 3 étudiants à arrêter en cours de route, à ne pas aller jusqu'au bout du parcours. Donc, je n'ai pas 100% de réussite en troisième année, mais enfin, j'en suis pas très, très loin. Donc ça, c'était pour répondre à cette première question. Alors la question en termes de candidature, c'est variable d'une année à l'autre. Ce qu'il faut surtout savoir et surtout avoir à l'esprit, c'est que si vous voulez venir, vous allez pouvoir venir. C'est surtout ça qu'il faut avoir à l'esprit. Si vous remplissez le dossier sur Parcoursup comme c'est attendu, vous rédigez le projet motivé, vous vous présentez le 3 mai prochain au test qui sera un test de motivation et d'orientation, un tout petit peu de sélection. Il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas rentrer. Le nombre de candidatures ne représente rien par rapport au fait que vous puissiez intégrer ou pas la formation en réalité. Et les chiffres sont des chiffres qui sont complètement étourdissants, qui ne veulent rien dire, surtout qu'entre le nombre de candidatures qu'il y aura là le 9 mars et la réalité des candidats au 6 avril, mais ça n'a rien à voir. C'est extrêmement différent. Alors après, on peut donner des chiffres ou pas, Florane? Je veux bien. On peut donner des chiffres, mais je pense que, comme tu l'expliques très bien, cela fait plus peur Oui, c'est qu'autre ça. chose, et ce n'est pas nécessaire parce que on peut avoir des étudiants qui vont nous mettre dans le comme vœu, mais qui vont également, à la sortie du bac, passer les concours des IEP, qui, comme ils seront pris en IEP, finalement ne seront pas des vrais candidats chez nous. Donc, en fait, il ne va pas y avoir une véritable image qu'on pourrait se faire avec ces chiffres. Les chiffres sont très bons, on a beaucoup de monde qui postule chez nous, on est une structure qui est très encadrante et qui est rassurante, donc on a énormément de personnes qui postulent, mais tout le monde a sa chance. Je pense que c'est ça qui est intéressant et qu'il faut rendre compte, c'est que tout le monde a sa chance. Oui, ça me fait penser qu'il faut absolument que je vous dise quelque chose parce que je sais ce que c'est Parcoursup. Ma fille étant passée par Parcoursup par 2 fois pour cause de réorientation, je mesure à quel point les chiffres que vous voyez, soit vous voulez vous y accrocher pour vous rassurer, soit ils vont vous angoisser. Et je suis obligée de vous dire que oui, vous n'aurez peut-être pas la place que vous voulez tout de suite, que ce soit chez nous ou ailleurs d'ailleurs, hein. Vous n'aurez peut-être pas tout de suite la réponse attendue. Et vous allez voir afficher un rang en liste d'attente, mais qui va vous démoraliser. Vous allez voir 900e sur liste d'attente. Oh, mais je suis 900e, mais j'aurai jamais, mais c'est la fin du monde, ah là là, ah là là. Alors surtout, non, hein. On ne se met pas dans cet état-là parce que ça ne veut rien dire. 900e sur liste d'attente le premier jour de Parcoursup, ça veut dire 600e le 4e jour. Ça veut dire la semaine suivante qu'on est déjà dans les 300e et qu'à la fin de la semaine, on a peut-être une place. Attention, ça va super vite. C'est juste dingue. Parce que tout le monde fait les mêmes choix. Si vous candidatez ou si vos enfants sont intéressés par le parcours droit Sciences Po, ils vont candidater dans tous les parcours similaires. Alors, soit en droit, soit en sciences politiques. Il y aura les IEP en plus. Et tout le monde va faire les mêmes choix. Mais il y en a qui vont être pris tout de suite dans les IEP, pouf, ils vont libérer des places.
Il y en a qui vont être pris à l'Institut catholique de Paris, pouf, ils vont libérer des places. Il y en a qui vont être pris à Paris 1, à Lille, que sais-je. Hop, les places se libèrent tout de suite. Et ça tourne très, très vite, très, très vite. L'année dernière, j'ai pu prendre toutes les personnes qui ont vraiment voulu venir. Voilà, il y avait une inquiétude pour les 2 derniers sur la liste d'attente. Ils ont dû attendre un peu plus longtemps que les autres, mais ils ont fini par intégrer la formation. Donc, il faut vraiment se rassurer sur ce que ça va produire. Ça dépend de vous, ça ne dépend pas de nous. Moi, je ne vais pas avoir le choix. Parcoursup m'impose de faire un classement. Je vais obéir. Et c'est très transparent. Les critères sont les critères de dossier. Le projet, enfin la motivation à travers le projet motivé et le test de motivation, et puis tous les éléments que vous avez pu trouver sur le site. Donc, il n'y a pas de piège derrière la manière dont je vais fonctionner. Vous allez peut-être avoir envie de me demander à partir de combien je vais recruter. Là aussi, ce n'est pas moi qui décide à partir de combien, en fait. Si tous ceux qui ont plus de 16 de moyenne ont accepté des places ailleurs, je vais prendre ceux qui vont être classés entre 15 et 10. Alors, en dessous de 10, je ne prends pas, hein, c'est sûr, mais bon, ça, c'est normal. Hein. Il faut avoir la moyenne. Mais après, avec les critères par ailleurs de rééquilibrage que j'applique par rapport au lycée de provenance, il y a quand même… tout le monde a sa chance. Si vous voulez venir, vous pourrez venir. C'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses. Et c'est comme ça que je les observe sur Parcoursup depuis que Parcoursup est en place. Hein. Voilà. Alors maintenant, moi, je veux bien vous donner des chiffres, mais les chiffres vont vous donner le tournis. En fait. Bon, après tout, on peut le faire. Hein, si c'est une vraie demande. L'année dernière, un peu plus de 1500 candidatures, je crois. Candidature, donc si on se replace à aujourd'hui, candidature avant le 9 mars, puisque le 9 mars, vous devez avoir fait vos choix. En réalité, quand on est arrivé donc, à ce qui sera pour vous le 6 avril, au moment où il faut finaliser, j'étais plus du tout à 1500 candidatures. Hein, ça avait déjà beaucoup diminué. Pour autant, il y a tous les dossiers qui sont quand même passés. J'ai dû en étudier, je crois, 1200 en tout. Et sur la réalité des 1200, mais il n'y avait pas 1200 personnes qui voulaient venir. C'était 1200 candidatures, pas des candidats qui voulaient effectivement ce parcours-là. J'étais le 10e choix. En réalité, encore une fois, les 159 candidats qui ont voulu venir, ou 157 qui ont voulu venir l'année dernière, ont pu venir sans problème. Et le dernier était classé sur la liste d'attente au départ à plus de 900. Hein. Le jeu s'est fait très, très vite. Ça peut paraître énorme comme ça, mais ça ne l'est pas sur la totalité des candidats qu'on peut avoir sur Parcoursup. Ça n'est pas énorme. Il faut pas se mettre de frein par rapport à ça. Non, vraiment, il faut se rassurer. Hein. Une autre question qui est très intéressante aussi, c'est de savoir quelles sont les possibilités de master à la suite de la licence droit et Sciences Po. Oui, absolument. C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Tous les masters en droit, d'abord. Il n'y a pas vraiment de restrictions. Alors, aujourd'hui, avec le programme tel qu'il est construit cette année, c'est un peu les licences les masters en droit des affaires, c'est un peu plus difficile d'y rentrer, mais comme la maquette change et elle change pour la rentrée prochaine, en 3e année, puisque c'est la 3e année qui fait la différence, ce sera également possible de rentrer en master de droit des affaires. Donc, tout le champ du droit est ouvert. Tout le champ des sciences politiques est ouvert, hein, quel que soit le domaine que l'on choisisse. Alors, relations internationales, politique publique, administration publique, défense, sécurité, tout est envisageable. On peut ajouter les masters en journalisme, un certain nombre de masters en histoire, en particulier ceux qui proposent des masters en relations internationales, hein, puisque là, on est sur des formations qui vont demander les mêmes prérequis. Et puis, on peut essayer de rentrer dans les écoles de journalisme et également dans certaines écoles de commerce, puisque il y a un certain nombre de concours, hein, qui s'ouvrent après la licence. La formation en droit donne un certain nombre de prérequis et d'atouts qui permettent de réussir ces concours, ne serait-ce qu'en termes de méthode,
puisque il y a le fond, mais il y a aussi beaucoup ce qu'on apprend à faire. Alors, c'est vrai qu'il y a une chose dont j'ai absolument pas parlé depuis le début. Comme tous les établissements et comme toutes les licences, la licence en droit Sciences Po et toutes les licences de la fac de droit sont des licences qui sont désormais déployées en compétences. C'est-à-dire que vous allez à la fin de votre licence avoir un diplôme, mais en plus avoir avoir validé une grille de compétences. Les grilles de compétences, c'est ce sur quoi s'appuient toutes les formations aujourd'hui en licence et en master. Et elles permettent finalement de dire, bah voilà, quand j'ai suivi ce parcours, je suis capable, bien sûr, de rédiger une dissertation, bien sûr, de faire un commentaire d'arrêt, de lire une décision de justice, etc. Mais en plus, je suis capable d'exploiter mes connaissances de telle et telle manière. Et ça figurera dans un document récapitulatif des compétences acquises, qui sera complémentaire du diplôme. Alors, il y avait auparavant ce qu'on appelait l'Europass, c'est-à-dire la transcription dans un autre format, un format européen, transcription dans un format européen, disons-le comme ça, de tous les acquis de la licence. Désormais, il y aura cette espèce de catalogue de compétences qui sera établi et que les étudiants pourront revendiquer à l'entrée en master. Le master, c'est la partie professionnalisante du parcours à l'université. C'est le 3-5-8, donc trois années en licence, 2 années supplémentaires pour obtenir un diplôme de master, et puis après, on peut encore continuer en doctorat. Et à l'entrée en master, eh bien, on cherche à savoir quelles sont les compétences déjà acquises par les étudiants avant d'entrer en master. Donc, c'était vraiment important de préciser cela aussi parce que pour vos enfants ou pour vous, futurs candidats, vous aurez ce double affichage. Alors, ce n'est pas quelque chose de nouveau quand on est au lycée. Au lycée ou au collège, on travaille en compétences, mais c'est quelque chose de nouveau pour le supérieur puisque jusqu'à récemment, on n'affichait pas les compétences qui étaient acquises. On affichait des notes, des diplômes. Maintenant, en complément, on va fournir des catalogues de compétences qui seront valorisables sur le marché du travail plus facilement. Il est important aussi de dire, tu l'as abordé, Sarah, que nous avons au sein de la faculté de droit la possibilité d'accueillir des doctorants. Oui, Une école doctorale a vu le jour il y a un an maintenant au sein de la faculté avec l'UPHF et nous avons accueilli, alors je ne saurais dire combien, je pense que nous sommes à 6 ou 7 oui, doctorants pour leur thèse au sein de la faculté. Donc, au-delà même du master, il y a la possibilité d'aller encore plus loin dans les études et de s'orienter vers de la recherche. tout à fait. Tout à fait. On propose la même chose qu'une faculté de droit de n'importe quelle université en France, en partenariat effectivement avec l'Université de Valenciennes pour ce qui concerne l'école doctorale à laquelle nous sommes désormais rattachés. Tout à fait. Alors, je ne sais pas si tu as encore d'autres questions dans ton escarcelle. J'ai une question intéressante et je n'arrive pas vraiment à savoir comment l'évoquer, mais il est vrai qu'on a vu tout ce qui était avantages et qualités de la licence. Nous avons une personne qui souhaiterait savoir quels pourraient être les inconvénients de faire cette licence par rapport à une autre. Ah oui, bah, c'est une excellente question, effectivement. On ne me la pose pas souvent. Oui, Je remercie la personne qui l'a posée, de l'avoir posée. L'inconvénient, bah, c'est peut-être que c'est peut-être par rapport aux autres parcours, parce qu'elle offre cette double voie permanente, c'est de ne pas contraindre au choix finalement, parce que jusqu'à la fin, l'étudiant il est maintenu dans cette double voie. Alors, ils arrivent à faire des choix, mais peut-être que ça c'est un point qui est un point négatif avec tous les guillemets. L'autre chose que je pourrais y voir, c'est qu'il faut, c'est à la fois un inconvénient et un avantage, il faut être capable de passer du droit à la science politique. La rigueur est la même dans les deux disciplines, ça fait pas de différence.
il faut être tout aussi rigoureux d'un côté que de l'autre. Mais on ne voit pas les choses sous le même angle. Et donc, il faut accepter, quand on passe d'une discipline à l'autre, il faut accepter de changer d'habit d'une certaine manière. Quand on fait une dissertation en droit, il faut rentrer dans le modèle du juriste. On ne doit pas raconter l'histoire, on doit appliquer la règle très strictement en respectant la méthode. Quand on fait une dissertation en sciences politiques, la méthode est globalement la même, sauf qu'on n'a pas du tout le même regard. Et on peut prendre beaucoup plus de liberté en prenant des exemples du quotidien, en s'écartant un peu du sujet pour y revenir un peu plus tard. Donc il faut accepter de changer comme ça de vêtements en fonction des disciplines, tout en traitant des sujets qui sont parfois communs. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose d'un petit peu difficile, qui peut être un point négatif, ou en tout cas un inconvénient du parcours. Un autre inconvénient du parcours, c'est peut-être lié au travail, mais bon, ça, je crois que toutes les licences en droit demandent beaucoup de travail. Bon, un gros inconvénient à mon sens, mais on a trouvé des solutions pour essayer d'y pallier, c'est le fait qu'il n'y ait que l'anglais. Il n'y a que l'anglais comme langue dans ce parcours qui est obligatoire sur les 3 années. Alors avant, il y avait l'anglais et l'allemand. Et puis, faute de candidats, j'ai été obligée de renoncer à l'allemand puisque j'avais que 2 ou 3 étudiants par an. C'était pas possible de maintenir cette deuxième langue. Donc, il n'y a qu'une seule langue. Ça, à mon avis, c'est un gros inconvénient. Et pour tous ceux qui envisagent de continuer dans des carrières en lien avec les relations internationales, il faut avoir plusieurs langues à son actif. Aussi, je les invite et je les incite à chaque fois à s'inscrire au centre de langue, au CLARIF, le centre de langue de la Cato, en complément de leur parcours, en cours du soir. Ce qui est tout à fait possible, hein, mais ça veut dire que c'est pas intégré dans le parcours, c'est une charge de travail supplémentaire à laquelle il faut faire face. Donc ça, c'est effectivement, c'est un inconvénient majeur, mais je n'ai pas suffisamment de candidats pour les différentes langues pour pouvoir rendre un catalogue de langues accessible. Après, quand on est intéressé par les langues et le droit, on peut regarder le parcours de la licence européenne de droit, où là, une partie des enseignements se fait en anglais, en allemand, en espagnol, et où là, on est obligé de travailler 3 langues pendant tout le parcours. Donc, 2 langues, l'anglais et l'allemand, ou l'anglais et l'espagnol, et ensuite, on est obligé de prendre une 3e langue en grand débutant. Voilà, moi, je n'ai pas souhaité le rendre obligatoire dans le parcours, ça me paraissait difficile. De rajouter cette possibilité, ne serait-ce que parce qu'il y a déjà beaucoup à faire entre le droit et la science politique et les options qui sont imposées. Alors, on ne m'a pas posé la question du pourcentage de réussite au concours d'entrée dans les IEP en première année. D'habitude, on me la pose. Je vais faire je vais quand même l'évoquer. Parce que les chiffres sont intéressants. J'ai 50% de réussite. Maintenant, je vais le relativiser. 50% de réussite. Chaque année, j'ai une 60aine d'étudiants en début d'année qui sont hyper motivés pour le faire. Et puis, quand arrive le mois de décembre, de 60, je suis déjà passée à 25 parce que oui, ça veut dire, en plus de la licence, préparer le concours. Puis finalement, qu'est-ce que ça va m'apporter? Moi, j'aime bien ce que je fais, donc je ne vois pas pourquoi je partirais dans un IEP. Après tout, quand je regarde, bon, ça ne m'apportera pas grand-chose en plus. Donc, bon, je laisse tomber. Donc, on passe à 25 au début du second semestre. Et puis, arrive le moment où il faut s'inscrire véritablement au concours, où il faut aussi engager pour de bon. Donc là, on descend à 10-12. Vous voyez, c'est pas moi qui fais le jeu, hein, c'est les étudiants qui choisissent. Donc là, ils sont plus que 10 ou 12 parce que les autres aussi se sont dit, oui, après tout, moi, je suis bien où je suis, j'ai pas envie de partir, j'ai envie d'aller au bout de cette licence. Et puis, je candidaterai à nouveau en master. Et puis, sur les 10-12, il y en a 8 qui vont se présenter effectivement à la première épreuve. Ou peut-être même qu'ils vont passer toutes les épreuves. En règle générale, j'en ai plus que 4 qui vont jusqu'au bout du jeu. Et puis sur les 4, j'en ai 2 qui intègrent. Donc, j'ai 50% de réussite sur la réalité des étudiants qui se sont présentés jusqu'au bout de la préparation et du concours.
C'est pour vous dire que, en fait, c'est pas très grave de ne pas rentrer dans un IEP en première année. On peut très bien faire une belle licence et candidater à nouveau en master si on veut absolument rentrer dans un IEP. La question, c'est pourquoi vouloir rentrer dans un IEP? C'est plutôt celle-là qu'il faut se poser. Être sûr de ce qu'on veut faire. On n'a pas de licence. Hein. Quand on rentre dans un IEP, le premier diplôme, il est à bac+5. Il n'y en a pas avant. Hein. C'est un point important à avoir à l'esprit. Et souvent, hein, les étudiants en première année, quand ils le réalisent, ils se disent « Ok, ben moi, dans 3 ans, j'aurai un diplôme si je reste là. » Eh oui. Si je vais dans un IEP, je dois attendre la 5e année. Eh oui. Eh oui, oui. Donc voilà, je fais un peu d'autopromotion. Pour autant, je trouve que c'est intéressant, même s'il y a peu d'étudiants qui vont jusqu'au bout du concours ou qui y vont pour de vrai, comme ils le disent eux-mêmes, je trouve que c'est intéressant de maintenir la possibilité et de leur laisser la possibilité de s'y prendre. Je les accompagne, il n'est pas question d'empêcher qui que ce soit de partir. Bien sûr que quand je recrute des étudiants, je voudrais qu'ils restent jusqu'à la fin de la 3e année, mais j'accompagne tous ceux qui font des choix en cours de route pour aller à l'ESPOL, pour aller dans un IEP ou pour changer de parcours, il n'y a pas de problème. Super. Nous n'avons plus de questions. Je te laisse passer peut-être à la slide suivante. Oui, absolument. Voilà, juste un petit rappel pour à la fois ceux qui sont en première, ceux qui sont en terminale, mais également les parents. Nous avons une soirée spéciale parents pour pouvoir échanger sur tout ce qui concerne les logements, le financement, les bourses, l'organisation ici à la faculté à Lille. Et nous avons également, alors il sera trop tard pour les terminales qui auront déjà fait leurs vœux, mais pour ceux qui sont en première, une journée porte ouverte le 11 mars prochain, que vous pouvez suivre à la fois chez nous, mais également en ligne. Il vous suffit de vous inscrire, vous recevez tous vos codes et vous n'avez plus qu'à vous connecter le jour J. J'ai une question qui est arrivée, Sarah, qui peut être intéressante. Est-il possible d'arriver en 2e année après avoir effectué une première année de prépa IEP? Oui, bien sûr. Voilà. Oui, c'est possible. On peut. Alors, c'est pas automatique, hein, mais c'est possible puisque chaque année, j'intègre un certain nombre d'étudiants directement en 2e année, alors qu'ils viennent d'une prépa IEP, qui viennent d'une prépa tout court, qui viennent parfois d'autres parcours. C'est toujours sur dossier, c'est toujours sélectif, sur dossier, sur entretien la plupart du temps, hein, parce que je veux m'assurer que le choix est le bon. Mais c'est tout à fait envisageable, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Après, ça dépend il faut avoir les 60 crédits ECTS d'une première année pour que je puisse prendre quelqu'un en 2e année. Donc, il faut sortir d'une prépa qui donne des crédits ECTS, bien sûr. Donc, nous avons une question aussi sur le webinaire en replay. Oui, vous aurez la possibilité d'avoir accès à ce webinaire en replay dès demain matin sur la page, l'article qui se trouve sur la première page de notre site internet. Voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Vous pouvez éventuellement activer votre micro si vous voulez poser votre question directement. Si vous souhaitez. C'est tout à fait. Sachez que dans tous les cas, vous avez aussi la possibilité de contacter nos étudiants via notre page ambassadeur. Il y a des étudiants de la licence qui sont à votre disposition pour pouvoir répondre sur la vie de tous les jours ou pour les candidats, de savoir comment est-ce que ça se passe. Donc, n'hésitez pas à faire appel à eux. Ils sont ravis de pouvoir répondre aux questions. Voilà. Je réponds pour ma part aux mails qui me sont adressés. Alors, j'essaie de répondre le plus vite possible. Il faut pas s'attendre à avoir un retour avant 48 heures quand même. Hein. À cette époque-ci de l'année, les demandes sont très, 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 très nombreuses et je ne peux pas, faire mieux. Mais je réponds. Je réponds, y compris pendant ma pause pédagogique, puisque actuellement, nous n'avons pas de cours. Les étudiants révisent pour les prochaines épreuves. Voilà, si vous avez besoin, sur la slide suivante, Sarah, vous allez trouver mon adresse mail. Vous n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un message
si c'est nécessaire. Vous pouvez également appeler directement la faculté. On pourra vous transmettre soit sur la partie communication chez moi, soit sur des personnes qui seront capables de répondre à des questions peut-être plus précises. Vous n'hésitez pas, on est encore disponible pour répondre à toutes vos questions. Et puis, un grand merci à tous d'avoir été présents. Un grand merci pour vos questions et les interactions. Et puis, on vous souhaite une très belle soirée. Pas d'autres questions, on va vous libérer. Merci infiniment, c'était un plaisir de parler de ce parcours. Vous aurez compris mon enthousiasme face à cette licence, encore une fois, à deux facettes que je trouve vraiment merveilleuse. J'ai passé une bonne soirée, au plaisir d'échanger avec vous si vous avez d'autres questions, éventuellement par mail, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Passez une très belle soirée et bon courage pour Parcoursup. Bon courage à tous. Soyez candidat ou parent.